and right away. Je m'appelle Walter Brennan. J'ai 97 ans et pendant plus d'un demi-siècle, j'ai gardé une vérité si profonde et si incroyable que je n'ai jamais osé la prononcer à voix haute. Aujourd'hui, alors que l'ombre du temps s'allonge sur mes jours, le poids de ce silence est devenu un fardeau physique. De 1974 à 1999, tout là-haut, dans les contrées sauvages et reculées des montagnes de la Sierra Nevada, en Californie, j'ai partagé un lien avec une créature que la science considère comme un mythe. Une relation qui a duré 25 ans et qui m'a plus appris sur ce que signifie être humain que n'importe qui, n'importe quel livre ou n'importe quelle église. En 1974, j'avais 46 ans, j'étais un homme vidé par le chagrin. Ma femme, mon Éléanore, m'avait été enlevée en janvier par une pneumonie virulente. Nos 27 années de mariage s'étaient achevées dans une chambre d'hôpital stérile, ces derniers souffles un râle saccadé que j'entends encore au cœur de la nuit. La maison que nous avions bâtie à Sacramento était devenue un musée de la douleur. Chaque objet, chaque pièce était une nouvelle blessure. L'odeur de cannelle qui flottait encore dans la cuisine où elle préparait ses fameuses tartes aux pommes. La truelle usée dans la cabane de jardin, témoin des heures qu'elle passait avec ses roses, le creux de son côté du lit que mon propre corps ne parvenait plus à combler. Rester, c'était devenir fou. Alors, j'ai fui. J'ai pris nos modestes économies, y ai ajouté la petite somme de l'assurance vie qui avait le goût de l'argent du sang, et j'ai acheté 73 acres de nature sauvage et indomptée à 90 km au nord-est de Truckee. L'endroit n'était accessible que par une piste forestière dangereuse, un lieu conçu pour un homme qui souhaitait être oublié. La propriété comprenait une cabane rudimentaire d'une seule pièce, construite par un chercheur d'or malchanceux dans les années 60. 60 avec une mezzanine pour dormir, une cheminée en pierre et des latrines qui se dressaient à 30 mètres de là, telle une sentinelle solitaire. Pas d'électricité, pas d'eau courante à part un puits à pompe manuelle, pas de téléphone, c'était parfait. Je suis arrivé fin mai, mon pick-up Chevy de 1971, gémissant sous le poids de tout ce que je possédais. Des conserves, des outils, une lanterne Coleman et le fusil de chasse de mon grand-père. Les 3 premiers mois furent un enchaînement monotone de survie et de chagrin. Je coupais du bois, je réparais le toit affaissé, et je luttais contre une solitude si vaste et si suffocante qu'elle semblait être une présence physique. Le silence des montagnes n'était pas paisible. Il était accusateur, amplifiant l'absence de la voix d'Éléanore. Puis est arrivé le 23 août 1974. Je me suis réveillé avant l'aube, alerté par un son qui n'avait rien à faire là. Une vocalisation grave et gutturale qui a fait vibrer le plancher même de la cabane. C'était à mi-chemin entre le grognement et le gémissement, et c'était totalement étranger. L'instinct a pris le dessus. J'ai attrapé mon fusil et je me suis dirigé vers le son, la brume d'avant l'aube s'accrochant à moi, assourdissant le monde. Je l'ai trouvé dans un ravin escarpé, là où un ruisseau saisonnier creusait la roche. Ma première pensée, à travers le brouillard et la faible lumière, fut pour un ours noir blessé. Mais à mesure que je me rapprochais, le cœur martelant mes côtes, la forme et la taille se sont révélées être celles de quelque chose d'impossible. La créature était immense, mesurant facilement 2,30 m, même couchée sur le côté, appuyée contre un rocher. Elle était couverte d'un pelage épais et brun foncé, presque noir dans l'ombre. L'un de ses bras était tordu dans un angle grotesque, une fracture ouverte où l'os perçait la peau, le sang collant la fourrure rêche. Quand elle m'a senti, elle a essayé de se relever, s'effondrant avec un cri de douleur et de frustration qui était d'une humanité troublante, terrifiante. C'est alors que j'ai vu son visage, une image gravée à jamais dans ma mémoire. C'était un visage à mi-chemin entre le singe et l'homme, mais n'appartenant à aucun des deux. L'arcade sourcilière était proéminente, le nez large et plat, mais les yeux
Les yeux étaient sombres, intelligents et remplis d'une conscience cognitive qui me figea sur place. Ce n'était pas un animal qui me regardait avec une peur instinctive. C'était un être pensant, qui évaluait une menace, qui calculait ses chances. Mon doigt était sur la détente. En 1974, Bigfoot était une plaisanterie, un fantasme de la presse à scandale. Mais en regardant cette créature en souffrance, j'ai su avec une certitude ancrée jusqu'à l'os que le film de Patterson-Gimlin n'était pas un canular. La créature a émis un son doux, non pas une menace mais une supplique, et a fait un geste faible vers son bras cassé avec sa main valide. J'ai vu 5 doigts puissants, capables de me briser la nuque avec une facilité déconcertante. J'ai baissé mon fusil. Je ne peux pas expliquer entièrement le choix que j'ai fait. Peut-être que l'isolement profond m'avait rendu imprudent. Peut-être que la profondeur de mon propre chagrin m'a fait reconnaître la souffrance chez un autre. Ou peut-être que j'étais simplement si anesthésié que je ne me souciais plus de ma propre survie. Je suis retourné à la cabane, j'ai rassemblé ma trousse de premiers secours, des chiffons propres et une bouteille de whisky en guise de désinfectant, et je suis retourné dans le ravin. Pendant les 90 minutes qui ont suivi, je me suis occupé de l'énorme créature qui est restée presque parfaitement immobile. Son poil était dru et rêche. La peau en dessous était coriace, d'un gris foncé. Quand j'ai versé le whisky sur la plaie ouverte, elle a poussé un grondement sourd que j'ai senti dans ma propre poitrine, mais elle n'a pas bronché, n'a pas cherché à me frapper. À l'aide de 2 branches droites et de cordes, j'ai fabriqué une attelle rudimentaire, immobilisant le bras du mieux que je pouvais. Pendant tout ce temps, ses yeux intelligents suivaient chacun de mes mouvements. Quand j'ai eu fini, elle s'est redressée lentement, l'effort lui coûtant énormément, et a examiné mon travail. Elle a regardé l'attelle, puis moi, et a émis un son doux à 2 notes en guise de reconnaissance. Puis, en s'aidant des arbres, elle s'est levée et a disparu dans la brume. Je ne m'attendais pas à la revoir. Mais 5 jours plus tard, un lapin fraîchement tué, encore chaud, gisait sur le perron de ma cabane. J'ai scruté la lisière de la forêt et n'ai rien vu, mais j'ai senti une présence. Je savais que j'étais observé, ce fut le début. J'ai commencé à laisser des restes au bord de la clairière. Du pain rassis, des trognons de pommes, des épluchures de légumes. Le matin, ils avaient toujours disparu. En retour, des cadeaux apparaissaient, du poisson frais du ruisseau, des champignons comestibles, et une fois, un gigot de cerf entier qui m'a nourri pendant des semaines. En mars 1975, je l'ai enfin revu en plein jour. Je fendais du bois et j'ai ressenti cette sensation familière de picotement, celle d'être observé. Je me suis retourné et il se tenait là, à la lisière de la clairière, à une 20aine de mètres. Il était encore plus grand que dans mon souvenir, plus proche des 2,50 m. Le bras cassé avait guéri, bien qu'il le tienne dans un angle légèrement anormal. Le poil de son museau et de sa poitrine était parsemé de gris argenté, un signe de l'âge. Nous sommes restés ainsi à nous observer mutuellement pendant plusieurs minutes. D'instinct, j'ai levé la main pour lui faire un simple signe. La créature a penché sa tête massive, un geste de profonde curiosité. Puis, lentement, délibérément, il a imité le mouvement, levant sa propre main énorme. À cet instant, j'ai su que c'était plus qu'une trêve prudente. C'était le début de quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Au printemps 1976, une routine s'était installée. Il apparaissait à l'aube ou au crépuscule, gardant toujours une distance respectueuse. J'ai commencé à l'appeler Ezra, un nom qui me semblait ancien et sage, comme sa présence. Cet été-là, j'ai acheté un appareil Polaroid à Truckee, en disant au jeune vendeur que je voulais photographier la faune. Mais je ne l'ai jamais utilisé sur Ezra. Capturer son image m'aurait semblé être une trahison, une violation du monde sacré et intime que nous avions bâti. À la place, j'ai commencé à tenir un journal, documentant chaque rencontre, chaque observation.
Ces 13 volumes sont aujourd'hui mes biens les plus précieux. L'intelligence d'Ezra était indéniable. En octobre 1976, il a ramassé un marteau que j'avais fait tomber et après l'avoir examiné avec une curiosité intense, s'est approché plus près que jamais et l'a déposé doucement dans ma main tendue. Sa paume était chaude, rugueuse et couverte de cale. Debout à seulement 4 mètres l'un de l'autre, j'ai vu son visage clairement dans la lumière de l'après-midi. Ses yeux marron foncé tachetés d'or portaient en eux une histoire de saison et de chagrin. « Merci », ai-je dit. Ezra a répondu par un son doux et sourd, puis a fait quelque chose d'étonnant. Il a touché sa propre poitrine, puis m'a pointé du doigt. Il me demandait mon nom. « Walter », ai-je dit en touchant ma propre poitrine. « Walter ». La bouche d'Ezra a bougé, tentant de former le son, produisant une vocalisation à 2 syllabes ressemblant à Wata. Il a ensuite touché à nouveau sa poitrine, me donnant son nom, ou peut-être me donnant la permission de le nommer. La fin des années 70 s'est écoulée dans le flou de l'agitation nationale. Les retombées du Watergate, la crise de l'énergie, la présidence de Carter. Mais dans mon sanctuaire montagnard, le temps s'écoulait à un autre rythme. Ezra et moi développions un langage qui transcendait les mots. Il s'asseyait souvent à la lisière de la clairière pendant que je travaillais en observateur silencieux. Je lui parlais, je lui racontais Eleanor, mon ancienne vie, déversant la solitude qui s'accrochait à moi comme un linceul. Je ne pense pas qu'il comprenait les mots, mais il comprenait l'émotion. Un après-midi de 1978, alors que je me battais avec une tronçonneuse récalcitrante, ma frustration a débordé. J'ai juré, j'ai jeté une clé à molette et je suis parti en claquant la porte, dans une crise de colère puérile. Ezra, qui avait observé en silence, s'est levé et s'est approché de la tronçonneuse. Il a ramassé la clé et, avec une patience lente et méthodique, a effectué la réparation exacte que j'essayais de faire. Le boulon a tourné sans effort. Il m'a tendu la clé et a reculé. La leçon était aussi claire que l'eau d'une source de montagne. La patience. Ezra m'a appris à voir le temps non pas comme un ennemi à conquérir, mais comme un milieu à traverser avec délibération et grâce. En décembre de cette année-là, j'ai failli tout détruire. Après trop de bière dans un saloon de Truckee, j'ai bêtement mentionné avoir vu d'étranges et grandes empreintes sur ma propriété. 2 semaines plus tard, 4 pick-up de soi-disant chasseurs de Bigfoot, armés et avides de gloire, sont arrivés à ma cabane. Je les ai chassés à coups de menaces et de mensonges, prétendant que j'étais ivre et que j'inventais des histoires. Mais le mal était fait. J'avais trahi la confiance d'Ezra pour un fugace moment de contact humain. Pendant 3 longs mois de silence, je n'ai vu aucun signe de lui. La culpabilité était une bête qui me rongeait. Je pensais l'avoir perdu pour toujours. Puis, un matin d'avril, je me suis réveillé et j'ai trouvé Ezra assis sur les marches de mon perron, plus près qu'il ne l'avait jamais été. Il m'a regardé avec ses yeux profonds et sages, et j'y ai lu le pardon. Il a plongé la main dans l'épaisse fourrure de son flanc et en a sorti un petit galet de rivière, parfaitement rond, encore chaud de son corps, et me l'a tendu. Un cadeau. Le choix de faire confiance à nouveau. Je me suis assis à côté de lui et, pour la première fois depuis l'enterrement d'Eleanor, j'ai pleuré. Ezra est simplement resté assis avec moi, un réconfort massif et silencieux, jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Il a alors tendu sa main, paume vers le ciel. J'ai posé la mienne dedans, et ses doigts puissants se sont refermés sur ma main avec une tendresse impossible. Notre relation s'est approfondie. Nous avons commencé à communiquer par l'art, en disposant des pierres et des bâtons selon des motifs symboliques, un langage partagé de création. Ezra m'a enseigné d'autres leçons, non pas avec des mots, mais avec des actes. Il m'a montré un site où des gens avaient illégalement déversé des ordures, opposant la laideur de la négligence humaine à la forêt immaculée. Le message était brutal. Nous avions oublié que nous faisions partie de ce monde, et non ses maîtres.
En 1984, il a amené une autre de son espèce dans la clairière, une femelle plus petite, au pelage plus sombre. Ezra me montrait sa famille, poussant sa confiance à un degré presque insoutenable. Je ne l'ai jamais revu, mais cette rencontre a solidifié une vérité profonde. La confiance est la monnaie la plus fragile et la plus précieuse de l'univers. Les années passant, nous avons vieilli tous les deux. Mon arthrite s'est réveillée, et les mouvements d'Ezra sont devenus plus lents, l'argent de son pelage s'étendant sur sa poitrine massive. En 1991, il a franchi un dernier seuil, entrant pour la première fois dans ma cabane. Il a trouvé une vieille photo d'Elénore et moi le jour de notre mariage. Il a étudié son visage, puis a touché l'image d'un doigt doux avant de toucher ma propre joue. Il comprenait la perte. Il comprenait le chagrin. Il me disait que notre solitude était un fardeau partagé. Les années 90 ont apporté plus d'intrusions dans notre monde. Des randonneurs, des bûcherons, le bruit incessant de l'expansion humaine. En 1995, une société d'exploitation forestière a commencé une coupe à blanc de la forêt à 10 km au sud de ma propriété. Le son des tronçonneuses était un constant chant funèbre. Ezra est apparu un jour, l'air complètement abattu. Il m'a conduit au bord de la dévastation, un terrain vague de souches et de boue, là où une forêt ancienne s'était dressée. Il s'est assis au milieu de la destruction et a pris sa tête dans ses mains, dans un geste de désespoir pur, presque humain. Il pleurait son monde, et je pleurais avec lui. La dernière fois que j'ai vu Ezra, c'était le 19 mars 1999. Il est venu sur le perron à l'aube, émacié et faible, sa respiration un murmure rauque. Il était venu pour me dire adieu. Nous nous sommes assis ensemble et avons regardé le soleil se lever une dernière fois. Il a pris ma main, la tenant entre les siennes. Lorsque l'Esolei a dépassé les montagnes, il s'est levé avec un effort immense, a marché jusqu'à la lisière des arbres, s'est retourné et a levé la main dans un dernier salut, silencieux. Puis il a disparu. Je suis maintenant dans une maison de retraite. J'ai dû quitter la cabane en 2004, mon corps n'étant plus capable de survivre aux hivers montagnards. La cabane est lentement reprise par la forêt, comme il se doit. Je suis resté silencieux toutes ces années, essayant d'assimiler les leçons qu'Ezra m'a enseignées. Il m'a appris que nous, les humains, avons oublié comment être présents. Nous nous sommes convaincus que nous sommes séparés de la nature, alors que nous en sommes totalement dépendants. Nous confondons la cruauté avec la force et la consommation avec le progrès. Mais Ezra m'a aussi appris que nous sommes capables de créer des liens, de pardonner, de choisir le respect plutôt que la destruction. Il ne haïssait pas l'humanité, il pleurait notre aveuglement. Dans ma table de chevet, je garde une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouve une touffe de fourrure, rêche et sombre, un dernier cadeau de mon plus vieil ami. C'est la preuve que pendant 25 ans, dans un coin oublié du monde, un homme seul et une créature de légende ont trouvé du réconfort dans l'existence de l'autre. Le vrai mystère n'est pas de savoir si des créatures comme Ezra existent. Le vrai mystère, c'est de savoir pourquoi nous, avec toute notre connaissance et notre capacité à aimer, sommes si déterminés à détruire le seul foyer que nous aurons jamais. Ezra connaissait la réponse, et je crois que cela lui a brisé le cœur, tout comme cela continue de briser le mien.